Forcément, la parole est directe avec lui, comme à son habitude. Voilà, c'est une grande gueule qui n'a pas sa langue dans sa poche. Bonjour, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Tout le plaisir de vous recevoir Partagez. dans cette émission, encore une fois. Talibé Barry pour ouvrir cette interview. Monsieur le ministre, sur quel signe vous placeriez ces deux gens du CNRD dont on a décrit le double visage, des Guinéens qui manifestent parce que mécontents, d'autres en concert de réjouissance, alors que le 5 septembre, il y avait comme un élan d'unité et de l'ensemble du peuple, des partis de Conakry qui avaient déferlé dans les rues pour saluer l'avènement du CNRD, sont devenus des théâtres de manifestations réprimés. Ouais. Peut-être avant, si vous permettez, un mot sur la polémique suscitée par ce tournoi organisé entre détenus de la maison centrale et qui était doté du trophée du ministre de la Justice. Comprenez-vous l'indignation d'une partie de l'opinion au sujet de ce tournoi organisé par des détenus qui sont accusés d'accusations qui sont accusés de choses très graves comme le massacre du 28 septembre? Bon, disons qu'il faut toujours être à l'écoute de ceux qui critiquent, même si on ne partage pas leur position. Oui. La prison, c'est un endroit d'humanisation, de retour à l'humanisme des personnes qui sont en contradiction avec la loi, souvent liées à des crimes ou à des délits. Ce qui est important ici, c'est de savoir que dans cet endroit, on offre quand même une parenthèse de bonheur où les gens qui sont incarcérés oublient un peu leurs conditions de détention pour se réjouir. C'est quelque chose de fondamental pour la vie de prisonnier. Et si cela peut contribuer aussi à une coexistence pacifique entre les prisonniers, c'est tant mieux. En tout cas, ce n'est pas une première dans le monde. En général, on crée des activités dans les prisons pour que les prisonniers se sentent bien. Dans des pays évolués, vous prenez Cuba, vous prenez la Hollande ou d'autres pays modernes, oui. on recrée même des conditions de vie de famille aux prisonniers. Et ça, c'est important parce que quand on rentre en prison, parce qu'on a fait un crime, on voudrait en ressortir. Si on a supprimé la peine de mort en Guinée, c'est pour dire que ceux qui sont auteurs des crimes les plus graves, nous voulons qu'ils payent, mais qu'ils nous reviennent dans la société. C'est cela le sens. Donc, vaut mieux qu'ils reviennent plus humanisés, plus sociaux qu'autrement. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir cette action du ministre garde des Sceaux. C'est quelque chose qu'il faut plutôt saluer. Maintenant, si les gens croient que la prison, c'est un endroit où on jette des personnes qu'on oublie, auxquelles il ne faut donner aucune parenthèse de bonheur, aucune possibilité de rédemption ou de socialisation, ils se trompent. La prison, c'est pour ramener l'homme à la société. Ce n'est pas pour l'en exclure encore doublement, déjà avec l'incarcération. Donc il faut plutôt comprendre ça dans ce sens. Dans ce sens. Alors, sur la question des Talibé Barry, sous quel signe vous avez placé ce second anniversaire de l'avènement au pouvoir du CNRD? Alors effectivement, la Guinée a changé et dans le changement positif. Bien sûr, quand il y a une société comme la nôtre, qui a quasiment été fondée sur des clivages, on se réjouit chaque fois qu'il y a un pas en avant. Bien entendu, le clivage d'hier n'est pas lié à la division qu'on a connue dans le temps, parce que ce n'est pas un clivage qui est ethnique, entre guillemets. C'est sur des positions politiques. Alors, il y a des gens qui œuvrent pour donner cette image d'une transition qui ne marche pas, qui fait du strupier. Bon, voilà, ils passent leur temps dans des radios. Ce qu'il faut déplorer, ce qui s'est passé hier, c'est que cette manifestation n'avait pas de tête. Personne d'entre vous n'a vu aucun des leaders dans une manifestation, même devant sa porte. Ce qu'ils font, c'est méchant. De dire à la société, sortez, et ils se tairent tous. Aucun leader ne parle, sauf dans les médias, même par médias interposés, ils restent tous terrés quelque part. Si eux, ils ont peur de sortir, ben ne poussez pas les enfants à sortir. C'était méchant. Moi, j'étais ici, j'ai appelé... les enfants à l'abattoir? Non, pas à l'abattoir, mais je veux dire, quand vous appelez à une manifestation, vous devez en être là. Ce qui se passe dans la rue, ce n'est pas forcément une manifestation. Moi, j'ai appelé à des manifestations dans ce pays, souvent les plus dures. Jamais je suis resté dans ma maison. J'ai pris des cailloux, j'étais dans la rue, comme beaucoup de gens. Je n'ai pas eu de balles, Dieu merci, mais j'aurais pu en avoir.
Même lorsqu'elles ont été interdites. Même quand elles étaient interdites, quand j'ai dit que je sortais, je suis sorti dans la rue. Et ça, c'est clair et net. Quand vous appelez les gens à manifester, soyez prêts quand même à être dans la manifestation. Parce que sinon, c'est incompréhensible. Ça veut dire que vous laissez des gens dans la rue. Ça veut dire qu'ils sont en exil. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a 2 ou 3 personnes qui sont en exil. Et les autres, ils sont ici. Parce que c'est ici que ça se prépare. La deuxième, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous livrez des gens dans une rue où ils ne sont même pas organisés, ils ne savent pas ce qu'il faut faire, ils n'ont pas de guide, ils n'ont pas de leadership, ils ne savent pas reculer quand c'est difficile ou un danger, vous les livrez simplement. Lorsque vous conduisez d'une manifestation, vous devez en être le guide pour dire attention, bon là c'est chaud, on arrête, chacun rentre chez soi. Autant, vous devez donner des messages comme ça, mais personne d'entre eux ne sort. Monsieur le ministre, et je pense... ça ne donne pas quand même un blanc-seing aux forces de l'ordre. Non, moi je parle pas. Tirer à balles réelles. Il y a quand même 4 morts, monsieur le ministre. Attendez, vous savez ce qu'il y a? Il y a eu des morts. Vous condamnez ou pas? Non, non. Quand il y a une mort, il faut la condamner. Je la condamne parfaitement. Ouais. Je dis simplement, moi, je n'attribue pas l'auteur. Je n'en identifie pas ni par les corps, ni par la société. Je dis simplement, c'est très bien qu'une enquête judiciaire soit ouverte pour nous éclairer. Parce que quand il y a des victimes, c'est des victimes de trop. Et je l'ai dit ici tantôt, c'est de l'irresponsabilité. Il faut, à un moment donné, que les responsabilités de chacun soient situées. Quand vous appelez à une manifestation, ça veut dire quoi? Dans quel pays au monde un parti politique, une organisation de société civile peut appeler à manifester et fuir la manifestation, se terrer à la maison, n'est même pas donné un cadre? Ça, c'est un. N'est même pas donné un cadre. Parce que pourquoi on sort quand on est leader de manifestation? C'est pour pouvoir encadrer tant qu'on peut, ou au cas contraire, reculer avec les gens qu'on a appelés à manifester. Mais lorsque vous livrez des gens dans la rue, vous n'êtes pas là pour les donner une orientation, c'est même méchant. Oui, mais monsieur le ministre... Et ça, c'est clair. Oui, mais monsieur le ministre, il me semble que vous êtes en train de très mal poser le problème parce que vous êtes en train de vous apaisantir sur le fait que les leaders qui ont appelé à manifester n'étaient pas présents. Mais il y a le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui a pris un communiqué pour interdire toutes les manifestations et tous les mouvements de soutien. Pendant ce temps, il y a eu un concert qui a été organisé au Palais du Peuple. On a permis à des gens de se rassembler là-bas. Qui n'a été empêché que par la pluie. On a interdit la manifestation je pense que vous devriez relire la déclaration du ministre. C'est pas ce qui est dedans. Le ministre de l'administration du territoire a interdit toute manifestation sur la voie publique. Lisez la déclaration. Et tout mouvement de... Et ça veut dire que hier, attendez. Reprenez le communiqué. Non, reprenez-le. Parce que c'est important. Le communiqué qui rappelle l'interdiction des mouvements de soutien et des manifestations sur la voie publique. Attendez. Personne ne vous dit que le concert c'est un mouvement de soutien. Ce n'est pas un mouvement de soutien, c'est un concert. Mais ça a lieu dans une enceinte fermée. Il y a des partis, vous prenez l'UFR, vous prenez le RPG, ils ont fait des manifestations hier dans leur siège. Ce n'était pas interdit. L'UFDG aurait pu se réunir à son siège, ce n'est pas interdit. Et c'est ce qui est autorisé. Ce qu'on a dit, c'est les manifestations sur la voie publique. Et les mouvements de soutien. Et les mouvements de soutien. Et là, ce n'est pas un mouvement de soutien. Oui, beaucoup de Guinéens pensent que... Mais si vous... Attendez. Je ne peux pas dire qu'un concert, c'est un mouvement de soutien. Un mouvement de soutien structuré. Oui, mais un mouvement de soutien est organisé. Placé sur le signe de l'appel d'unité nationale avec l'affiche du président de la transition. Attendez, c'est pas c'est un mouvement de soutien, monsieur le ministre. Non. Je pense que l'amalgame, il faut déjà lever 2 choses. Premièrement, la déclaration du ministre de l'administration du territoire est claire. Elle interdit les manifestations sur la voie publique. Donc, à l'enceinte du Palais du Peuple, ce n'était pas interdit. Dans les sièges des partis, ce n'est pas interdit. Dans les concessions privées, comme on a vu à Sigiri, où les militants du RPG ont manifesté, ce n'est pas interdit. Et personne n'a perçu ça comme une violation de l'interdiction. Ça, c'est un. Donc, il faut être clair sur ça. Deuxièmement, un mouvement de soutien, ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est un appel à la paix à l'international, ce n'est pas une première dans notre pays. Les artistes se mobilisent pour cette cause et ce n'est pas une première. Mais vous le savez très bien, monsieur le ministre, comment ça se passe dans ce pays. Attendez, je vais vous dire une chose. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas dire, parce que des citoyens guinéens ont décidé de faire un concert pour la paix et l'unité nationale, que c'est un mouvement de soutien. Mais non, la paix et l'unité nationale n'intéressent pas que le gouvernement, ça n'intéresse les partis politiques. Mais opportunément, le 5 septembre. Attendez, je vais vous dire, le 5 septembre, moi personnellement, je l'ai célébré très bien. Pourquoi? Parce que c'est le 5 septembre que je suis sorti de prison. On n'a pas les mêmes regards le 5 septembre. Vous étiez ici, moi j'étais en prison. Non, le 5 septembre, j'étais sorti de prison, monsieur. Mais j'étais prisonnier. Oui. C'est tout. Donc c'est le 5 septembre qui m'a libéré. Conditionnelle.
C'est le 5 septembre. On n'a pas les mêmes régions. Pas physiquement oui, en prison, mais libéré. Oui. Et j'avais des collègues, des centaines de personnes qui ont obtenu leur liberté le 5 septembre. Vous croyez qu'on reste comme ça, on ne célèbre pas ça? On va le célébrer. Aujourd'hui, demain, 1000 ans, je m'en souviendrai toujours. Donc, et pour les personnes, attendez. Donc il y avait de quoi pavoiser hier. Non, sincèrement, il y avait de quoi tenir ce concert. Attendez. Je dis le concert a été... Ce que je ne veux pas que vous fassiez, que je ne suis pas d'accord avec vous, c'est de considérer que le concert, c'est un mouvement de soutien. Ce n'est pas un mouvement de soutien. Et là-dessus, on doit être clair. Ça veut dire que rien de ce qui est interdit par le ministre de l'Administration du Territoire dans son communiqué n'a été enfreint par le fait de l'État. L'État, ce qu'il a dit, il n'a autorisé à personne de le faire. Si les artistes étaient sortis pour faire une forme de carnaval, ils auraient pu faire un carnaval dans la rue. Mais il faudrait pas faire un carnaval en disant ok, ça aurait été une contradiction avec l'interdiction du ministre de l'Administration du Territoire. Mais ce n'est pas le cas. Donc le ministre est resté clair, sa déclaration est claire, même si certains essayent de montrer que oui, il a autorisé par là et interdit par là. Ce n'est pas le cas. Il a interdit ce concert, c'est vous qui l'avez financé? Pardon? Non, quand même. Non, je pose la question. C'est pour l'opinion, monsieur le ministre. Non. Quand je dis vous, c'est pas... Non. Je parle de l'État, du gouvernement. Non. Je ne crois pas du tout qu'il y a un seul ministre qui a un budget pour financer un concert. Non. La présidence? Non, je ne crois pas du tout. Il y a un budget de souveraineté. Je ne sais pas comment il est utilisé, mais encore que... Je ne pense pas qu'il est destiné à faire des concerts, mais quoique le président est libre d'utiliser son budget de souveraineté comme il l'entend. Moi, si j'avais un budget de souveraineté, j'aurais décidé de le faire comme je le veux, parce que la loi m'autorise d'en faire usage comme je le souhaite. Monsieur le ministre... Et donc, même si le président de la République décide d'octroyer cet argent à des artistes, c'est son droit. Il n'y a aucune illégalité. C'est un budget de souveraineté où il a une jouissance claire qui lui est offerte de la loi pour disposer de cet argent. Bien, oui. Vous continuez, Basseko. Vous célébrez le 5 septembre. Pendant ce temps, il y a d'autres Guinéens qui sont tombés le 5 septembre 2021. Les familles se posent encore des questions sur leur... où se trouvent les corps. Il y a des personnes encore qui sont encore en prison. Est-ce que c'était pas aussi une journée de réflexion, de méditation et peut-être de commémorer le 5 septembre pour C'est pour ça que j'ai dit tantôt que quand des gens critiquent cette journée, on l'entend. Même si on ne partage pas l'opinion, on l'entend, on le comprend. Moi, c'est un jour de réjouissance, c'est un jour de tristesse pour d'autres, c'est normal. Parce qu'on n'a pas vécu l'événement de la même manière et c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Ce n'est pas de dire que les gens là doivent vivre comme moi cette journée, non. Je pense que beaucoup de familles, on a cette double lecture de ce jour-là, mais je pense aujourd'hui même les leaders qui prétendent, entre guillemets, être en exil, alors qu'on ne sait pas vraiment... Qui prétendent être en exil. Qui prétendent parce que tantôt... Parce qu'ils ne le sont pas? Attendez, non, parce que tantôt ils nous disent qu'ils sont en mission, encore que récemment j'ai entendu dire qu'ils sont en mission de leur parti et qu'ils reviendraient quand c'est fait. Tantôt on nous dit qu'ils sont en exil. Bon, voilà. Mais même ces gens-là étaient heureux du 5 septembre. La plupart d'entre eux étaient ou en résidence surveillée ou des prisonniers de fête. Ouais. Ici, la plupart, ils ont vécu cet événement très bien. Je pense que le 5 septembre, même pour eux, c'est un jour de réjouissance. Mais avec le recul, ils regrettent. Mais ça ne change pas. Ces leaders regrettent aujourd'hui. Ils ne peuvent pas. Ils regrettent d'avoir applaudi trop tôt. Attendez, ça veut dire, quand vous regrettez une situation, ça veut dire que vous préférez la situation antérieure. Je ne crois pas du tout que les leaders là, un d'entre eux préfère la situation dans laquelle il était avant le 5 septembre 2021. Personne. Ça ne veut pas dire forcément cela, monsieur le ministre. Ça veut dire peut-être qu'il ne préfère ni la situation d'avant le 5 septembre, ni cette situation. Ça, c'est le propre de l'homme. Oui, bien sûr. Mais j'imagine que vous-même, si vous aviez l'opportunité, vous serez mieux que là où vous êtes. Moi aussi. Et ça, c'est le propre de l'homme. Encore que le 5 septembre était un jour de bilan. Et quand ils font le bilan, après les moments d'enthousiasme, quand ils font le bilan, ils n'en sont pas contents, ils le trouvent négatif. Ils pensent que la transition a pris une direction qu'ils n'auraient jamais mais ça, encore que, il faut faire attention parce que la transition, ils peuvent imaginer qu'elle a pris une direction. Non, ça c'est leur lecture, c'est pas interdit. Quand on est dans une société ouverte, on ne peut pas avoir la même lecture des événements. Entre le 5 septembre et aujourd'hui, vous allez trouver des centaines de milliers de Guinéens qui trouvent que l'environnement, le pays, leur mode de vie a plutôt positivement évolué que négativement. Ça ne veut pas dire que tout est clair, tout est 100% positif, non.
Mais c'est cela aussi la conduite d'un État. Si dans 1 an ou dans 2 ans, on aurait pu rattraper tous les retards qu'on a connus dans le passé pour ce pays, mais ce serait magique. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Les humains auront toujours des œuvres imparfaites, surtout dans la conduite d'une société aussi clivée que la nôtre. Donc, forcément, il y a des progrès, mais ces progrès laissent aussi des amertumes et il faut sans cesse écouter cette amertume-là pour améliorer la situation pour l'avenir. Bien, peut-être que ça me conduit à évoquer enfin le bilan. Vous avez la parole, Manu. Justement, ce 5 septembre, Monsieur le ministre, c'était aussi l'exercice du bilan pour le gouvernement, mais aussi pour le CNRD. Il se trouve que vous êtes dans une sorte de contrat avec la CEDEAO, donc sur le chronogramme de la transition qui a été fixé à 24 mois, qui a démarré en janvier 2023. On est à bientôt 1 an, septembre c'est le 9e mois pratiquement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut savoir où est-ce que vous en êtes dans la mise en œuvre de ce chronogramme et en termes de bilan, quand vous regardez ce qui est fait et ce qu'il reste à faire, quel regard est-ce que vous-même vous portez sur l'action qui est déjà déroulée? Non, c'est plutôt positif et je pense qu'on a un comité de suivi de la mise en œuvre du chronogramme de la transition qui se réunit tous les mois. Oui. Et dans lequel il y a la CEDEAO, il y a l'Union européenne, il y a le G5 comme observateur. À ma connaissance, comme observateur. Comme observateur. Ça veut dire que c'est pas ce qui était prévu dans l'accord. Attendez. Dans l'accord du 21 octobre. Non, dans le comité de suivi, ils sont des observateurs. Ça veut dire que y compris la CEDEAO. Quand ils viennent. Y compris la CEDEAO. La CEDEAO, je crois qu'elle est membre dans. Mais quand ils viennent. Pour l'instant, elle est dans la position d'observateur. C'est important la précision. Quand ils viennent. C'est qui la fâche d'ailleurs. J'arrive juste. Oui. Quand ils viennent dans ces positions-là, c'est pour qu'ils soient informés de l'évolution au même titre que tout le monde. S'il y a des dysfonctionnements ou des retards ou des risques de retard, personne ne les interdit de l'évoquer. Jusqu'à présent, la déclaration qu'on a eue, c'est la déclaration du représentant de la CEDEAO ici, qui était plutôt satisfait du chronogramme et qui avait soutenu même l'idée que nous étions en avance. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui n'est pas dans cette commission parlerait au nom de la CEDEAO pour imaginer un retard. Parce que la CEDEAO, c'est elle-même qui est sortie pour se réjouir des avancées et dire qu'on était dans le rythme de la transition. Et je ne vois pas pourquoi... Ce n'est pas ce qui s'est dit au sommet de la CEDEAO. J'imagine que vous avez écouté hier le commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO sur le cas du Niger. Il évoquait, il disait que cette fois-ci, la CEDEAO a décidé de tracer une ligne dans le sable pour ne pas donc répéter les erreurs que l'institution a commises avec la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Parce qu'il parlait de marchandage, que la CEDEAO s'est retrouvée coincée dans une espèce de marchandage avec les autorités de cette transition qui, selon ses propos, sont en train donc de gérer de façon unilatérale les transitions. Je vais vous dire, tous les pays membres de la CEDEAO sont quand même des pays qui n'ont pas transféré leur souveraineté. C'est très important. Ça veut dire que lorsqu'il y a des crises, les organisations sous-régionales ou les organisations continentales ou internationales, leur mécanisme, c'est d'apporter des solutions en accompagnant les pays à retrouver leur situation de stabilité. Mais ils peuvent en aucun cas les imposer. Les Nations Unies ne peuvent pas imposer à un pays de suivre un chemin qu'il ne veut pas, quels que soient les contextes dans lesquels ça se passe. Ni l'Union africaine, ni la CEDEAO n'ont ce pouvoir, ou non même dans la légalité. On ne peut pas imposer ça. Par contre, ils aident leur devoir d'aller rechercher les meilleurs compromis possibles pour ramener la stabilité et la paix dans les pays membres qui les font. Ça se fait dans la négociation. Il n'y a pas d'autre voie. Donc quand ils parlent de marchandage, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand vous rentrez dans une négociation, dans un appui, vous ne pouvez faire que marchander. Comment vous pouvez faire autrement? Prendre des armes, lever des armées pour aller imposer l'ordre que vous souhaitez à d'autres? Ça ne marche pas comme ça. Donc la négociation diplomatique, entre guillemets, c'est des marchandages. Hein, ce n'est pas du commerce en tant que tel, mais c'est des négociations, c'est de la diplomatie. Et c'est par ça qu'on régule. Et il n'y a pas une autre voie. La CEDEAO n'a pas un mandat, n'a pas le pouvoir d'aller faire la guerre pour imposer un ordre. Ça, ce n'est pas de la légalité. Même s'il le faisait, ce n'est couvert sur aucun chapitre de la légalité d'un pays membre. Si vous voulez aller dans la légalité, vous ne pouvez pas vous-même vous prévaloir d'une illégalité pour aller imposer un ordre légal. Ça ne marche pas comme ça. Il faut absolument... Et d'ailleurs, le coût humain n'en vaut pas la peine. Si l'intervention de la CEDEAO doit entraîner des victimes plus importantes que le désordre, mais on laisse le désordre. On ne va pas aller... Si on intervient pour ramener l'ordre, c'est pour que, en termes de coût humain,
en termes de résultats, soit meilleure que la situation qu'on est en train de déplacer. Donc la CEDEAO doit s'inscrire dans ce cadre-là, d'aller rechercher chaque fois des compromis, parce que les sociétés, quand elles sont en crise, ça questionne beaucoup de sujets dont il faut aller rechercher des solutions et non pas imaginer une solution toute faite et vouloir l'imposer. Et en quoi consiste concrètement, Abouakar, sur la question, le soutien de la Guinée au Niger, concrètement en termes de soutien? Ça se traduit financièrement, matériellement, en hommes, parce qu'on a vu le Burkina et le Mali, justement, contribuer en matériel et même en hommes, si possible. Bon, ça ne vous échappe pas que la Guinée, depuis 1958, a une ligne singulière. Donc nous avons notre propre schéma. C'est lequel? C'est de dire que à la CEDEAO de faire attention et de ne pas privilégier l'intervention militaire comme la première des solutions. Il faut faire attention parce que le coût et les risques sont importants et pour la CEDEAO et pour les pays voisins immédiats du Niger. Donc c'est ça notre ligne. Le CNRD dit qu'une intervention militaire au Niger entraînerait de facto une dislocation de la CEDEAO. C'est clair que lorsque les pays membres... Une dislocation de la CEDEAO. Mais bien sûr, lorsque les pays membres d'une même organisation commencent à se faire la guerre, l'organisation disparaît. C'est de fait. Si on commence à se faire la guerre entre pays membres, notre organisation disparaît. Parce qu'elle est fondée pour aller rechercher des solutions par le dialogue et pas par la guerre. Et elle n'est pas fondée sur ça. Et donc, lorsqu'on va dans une démarche guerrière, en ce moment, l'organisation n'aura plus de sens. Parce qu'elle est faite sur ça, pour aller chercher des solutions. Oui, cabinet, là-dessus. Contrairement au Mali et au Burkina, la Guinée n'amènera pas de soldats au Niger. Le déplacement des soldats, si la Guinée décide d'envoyer des soldats, les autorités informeront l'opinion pour ça et les raisons seront invoquées. Mais à ce stade, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Nous, notre position est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'escalade. Et qu'on arrête. Et qu'est-ce que la Guinée fait en ce moment, diplomatiquement, en sourdine, oui, pour justement éviter là où on nous écoute, nous donnons notre position. Le président de la République échange régulièrement avec ses homologues de la CEDEAO et essaye de vendre aussi cette idée. Attention, n'allez pas sur la guerre parce que le coût est difficile, parce que les conséquences peuvent être désastreuses pour nos pays qui sont tous en difficulté. Il faut faire attention pour ne pas qu'on ouvre les vannes de l'insécurité à tout le monde. Bien, Garay, pour la suite. Par rapport sur le cas du Niger, je pense que la position de la Guinée semble un tout petit peu floue. Est-ce une façon justement d'amener l'institution à offrir le même package qui vous a offert en tant que pays en transition au Niger pour éviter justement de faire recours à une force d'interposition du côté du Niger? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est par rapport à la mise en œuvre du chronogramme. Pendant que vous êtes en train d'élaborer ou de mettre en œuvre tranquillement le chronogramme de la transition, de l'autre côté, des acteurs politiques et sociaux réunis au sein des forces vives de Guinée crient justement au mépris et à un manque d'inclusivité. Absolument. Comment vous comprenez tout cela? Et là-dessus, d'ailleurs, la CEDEAO insiste toujours auprès de vous, autorités de la transition, pour réclamer un cadre de dialogue plus inclusif. Je ne sais pas de quelle oreille vous l'entendez, monsieur le ministre. Je vais vous dire, premièrement, moi j'ai dit à votre studio ici qu'il n'y avait pas de solution paracétamol face aux multiples crises que secouent les pays ouest africains. Ça veut dire quoi? On ne peut pas traiter le Niger avec les solutions de la Guinée. On ne peut pas traiter la Guinée avec les solutions du Mali. On ne peut pas traiter le Mali avec les solutions du Burkina. Parce que chaque cas est spécifique et questionne donc une nouvelle réflexion pour dire comment on aborde le sujet. Le cas de la Guinée, le cas du Gabon qui vient de se passer, qui est tout récent, on ne peut pas le traiter de la même manière qu'on a traité le Niger ou le Burkina. Donc chaque cas est spécifique. Il faut questionner ces spécificités et essayer d'apporter des solutions adéquates à cela. Il ne faut pas avoir peur. Si on prend le package entre guillemets guinéen, on veut l'interposer au Mali et au Niger, ça ne marchera probablement pas du tout. Parce qu'ils ne sont pas dans le même contexte, ce n'est pas dans la même situation, ce n'est pas les mêmes problématiques qui sont posées au Niger. Donc il faut aller questionner la spécificité nigérienne et essayer d'apporter des solutions adaptées à ça. Maintenant, quand la question du dialogue inclusif, d'un dialogue plus inclusif. Le dialogue guinéen est inclusif. Partiellement inclusif. Non, mais attendez. Le fait que Sidia, Alpha, Sellou ne sont pas là n'est pas lié au fait d'une interdiction de participer au dialogue. D'abord parce que ce n'est ni Sellou, ni Sidia, ni Alpha qui sont invités autour de la table. C'est leur organisation politique. C'est des organisations, ce n'est pas des personnalités. Et l'UFDG, le RPG, l'UFR,
ont leur place autour de la table. Nul ne les interdit de venir, nul ne les empêche de venir. Et nul n'a posé une condition. Ils ont posé des conditions. J'arrive. Non, il n'y a aucune condition. Mais bien sûr. Nous avons posé aucune condition. Pas Ce sont vous. ces Maintenant, conditions-là. attendez. Le fait de dire, Ce sont les conditions-là qui font qu'ils ne sont pas là. Je vais vous dire, je vais vous dire. Ils ont posé des préalables. Je vais vous dire. Ils ont posé des préalables. C'est même irresponsable. Dont certains ont été satisfaits d'ailleurs par vous. Non, je vais vous dire. C'est même irresponsable d'imaginer qu'il faut arrêter des poursuites contre tel ou tel dans des cadres privés pour être autour du dialogue, pour parler des questions nationales. C'est même irresponsable. Ces questions peuvent... Parce que ça n'a rien... On parle de la fin du harcèlement judiciaire. Mais il n'y a pas de harcèlement judiciaire. Il y a un harcèlement judiciaire à quel endroit? Parce que simplement, vous avez reçu une convocation chez vous. Vous qui en avez été victime, comme j'étais dans l'opposition, vous ne croyez pas en l'existence de ce harcèlement judiciaire quand les autres s'en plaignent aujourd'hui? Écoutez-moi, quand moi j'ai été convoqué, je suis allé répondre. Je n'ai pas fui pour dire que j'étais sous harcelé. Je n'avais rien fait. J'étais convoqué ici par communiqué de RTG à la radio. Mais le matin, je me suis levé pour aller répondre. Je n'avais rien fait. On m'a accusé de fabrication, de détention des armes, d'assassinat et tout ce qu'ils veulent. Ils ont fait une litanie de 20 chefs d'inculpation. Mais je suis allé répondre le matin. Ce n'est pas parce que je croyais que j'avais fait quelque chose. J'étais sûr que je n'avais rien fait. Tout ce qu'on me reprochait, c'était n'importe quoi. Et je suis allé répondre. Ce n'est pas parce que je croyais à la justice ou je croyais que ce n'est pas un harcèlement. Mais je suis allé répondre. Et quand j'étais en prison, j'ai écrit aussi, fait une déclaration à ce moment-là, une tribune, dans laquelle j'ai dit à mon parti que si l'opportunité d'aller au dialogue s'offrait, d'aller au dialogue, de ne pas dire que tel et tel sont prisonniers politiques, on ne va pas au dialogue. Il faut aller au dialogue. Il ne faut pas poser ça comme une condition. Donc, et cette tribune a été très violemment critiquée par mes collègues du parti. Oui, parce que beaucoup ont pensé que c'était le passage pour obtenir votre libération. Je veux dire, si c'était le passage pour obtenir notre libération, mais c'était normal. Mais qui veut vivre en prison? Mais même si c'était ça, moi je te dis, j'ai moi qui ai écrit avec mes collègues pour dire, si on vous demande de venir au dialogue, allez au dialogue. Ne dites pas qu'on ne vient pas parce que Ousmane, Selou, Chériba sont en prison. Non, allez au dialogue. Nous avions dit ça à l'époque. Si on dit aux gens, donc, même si vous êtes poursuivis parce que vous avez une déclaration, mais allez au dialogue. Donc c'est parti en tort de ne pas venir autour de la table du dialogue. Clairement. Et puis vous assumez. Lorsque vous ne vous reprochez rien, le monde entier verra qu'on vous a accusé du tort, que vous ne vous reprochez rien. Vous n'allez pas dire parce qu'une justice vous a convoqué, tant que je suis convoqué, ben le pays ne va pas tourner. Ce n'est pas sérieux. Il faut à un moment donné accepter. Là, vous parlez beaucoup plus de Selou Dalein, qui est en l'espèce le seul qui est convoqué. Dans une affaire. Attendez. Entre lui et Selou, il est le seul pour... Pourquoi Syria ne vient pas autour de la table? Pourquoi, d'après vous? Pourquoi il ne vient pas? Non, on vous pose la question. Mais il n'y a aucune condition. On ne sait même pas pourquoi, parce qu'il n'y a aucune... oui, mais il y a aucune... La condition est de un dialogue présidé par la CEDEAO. Attendez. Je vais vous dire une chose. Vous oubliez que vous l'avez chassé de sa résidence. Je vais vous dire une chose. Monsieur le ministre. Je vais vous dire une chose. Vous oubliez cela? Oui. Moi, je n'ai pas... Je dis ceci. Si c'est parce qu'il a été délogé qu'il ne vient pas au dialogue, il a été délogé. Ça, c'est un fait. Il ne va pas dire je vais revenir, je ne suis pas délogé. C'est un fait. Maintenant, c'est un fait qui n'est pas perdu. Parce qu'il y a toujours une possibilité de continuer la procédure judiciaire, même si on a l'impression que c'est fait. Ce n'est pas clôturé. Personne ne dit qu'un jour, il ne pourrait pas gagner une victoire sur ce domaine. Donc, ce n'est pas ça qui doit l'empêcher d'être autour de la table pour dialoguer. Après, vous prenez le RPG. Ils vous disent non, on a des collègues qui sont poursuivis par la CRIEF, donc on ne vient pas. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, donc on abandonne. Donc on refuse même la libération conditionnelle. Voilà, mais c'est clair. Mais attendez. La libération conditionnelle des gens, ça se discute ailleurs. C'est des procédures judiciaires. Moi, je ne suis pas en train de... Oui, mais je pense qu'il y a une même politique derrière qui voudrait que Kassour et autres vous savez, quand moi j'étais convoqué ici, avec tous mes collègues, on savait qu'il y avait des mêmes politiques derrière. Mais on a été quand même... Donc c'est bien possible. Nous, on a été... C'est bien possible qu'il ait la main du moi, je n'en sais rien. Je dis, quelqu'un qui est poursuivi peut tout imaginer. Ce n'est pas gênant. Encore que je dis, quand on vous invite autour du dialogue, les partis politiques aujourd'hui qui ne sont pas là, ce n'est pas du fait du pouvoir qu'ils ne viennent pas. C'est eux qui sont... Mais on va attendez, s'il vous plaît. Quand il y a eu ici, il faut mettre sous l'égide de la CEDEAO. La CEDEAO est venue. La CEDEAO est venue, a présidé, a même corrigé la feuille de route initiale que nous avions faite.
pour nous amener dans ces 24 mois. C'est quasiment une injonction de la CEDEAO qui a amené ces 24 mois. Ah, une injonction. Quasiment, parce que nous, on était à 36. On vous l'a imposé. Non, mais quasiment, parce que nous, on est venu à 36. C'est ce qui explique que ça retarde à ce point. Non, ça ne retarde pas du tout. Encore une fois, j'ai dit que la CEDEAO est satisfaite de l'évolution. Si c'est eux qui sont là-bas, qui parlent, ben, il faut quand même entendre ce qu'ils disent. Ils sont satisfaits. Ce que je dis simplement, quand vous allez au dialogue, peut-être que le format ne vous convient pas, peut-être que les sujets abordés ne vous conviennent pas, mais quand vous êtes autour de la table, vous avez la latitude d'évoquer tout ça. Si vous restez chez vous en disant non, je ne veux pas de chemise rouge là-bas, je ne veux pas de stylo sur la table, je ne veux pas que la table soit ronde, mais il n'y aura jamais de dialogue. Mais donc dans ces conditions, ils font preuve de mauvaise foi et d'entêtement. Absolument, ils font preuve de mauvaise foi et même d'irresponsabilité, parce que la responsabilité voudrait que aucun parti politique ne lie le destin de l'institution à celui d'un homme, quel qu'il soit. Parce que ce n'est pas les individus qui sont les projets de société des partis politiques. Les partis politiques concourent à l'exercice des activités politiques du pays, pas pour défendre un individu. Bien. C'est important. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement, notre invité en ce mercredi sur le délai de la transition, Basekou. La question, ça va, est-ce que le délai à ce stade-là, il est toujours dans les cordes? Alors je vais vous dire. Sera-t-il tenu les 2 ans? Très sincèrement, je vais vous dire. Et puis la question suivante, vous avez dit que le colonel fera pas plus d'un jour. Je vais vous dire. Après les 2 ans. Parce qu'on va vous questionner là-dessus. Non, je vais vous dire ceci. Oui. C'est un sujet inutile. Pourquoi? Et pourquoi? Le délai. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que quoi qu'on dira, quand vous êtes de mauvaise foi, vous serez de mauvaise foi. Quand vous êtes de bonne foi, vous serez de bonne foi. Quoi qu'on dira, laissons le temps se dérouler et on verra à l'exercice. Parce que nous, tout ce qu'on a dit, attendez, pourquoi? Le porte-parole a dit et répété que nous sommes dans le rythme de respecter le calendrier. On ne peut pas dire autre chose. On envoie des observateurs. Par conséquent, on n'a aucun retard. Donc ça va se dérouler. Par conséquent, les 2 ans seront respectés. Clairement. Moi, je veux dire, écoutez, au terme des 2 ans, le pouvoir sera remis aux civils. Non, le problème, c'est qu'apparemment, vous êtes le seul à avoir cette lisibilité vous permettant de dire que... Tout comme le ministre de l'administration du territoire que nous avons interrogé ici, qui a confirmé on a vu le mémo de ceux qui ont participé la conférence au cadre de dialogue qui parle de manque de lisibilité. Oui, non, mais je veux dire... Qu'est-ce que vous voulez répondre? Écoutez, j'ai dit, peut-être qu'on a manqué nous-mêmes à un devoir de pédagogie. On va se retrouver, on va les aider à bien comprendre là où on est. Peut-être qu'on a manqué d'informations, de partager certaines informations. Et ils ne comprennent pas ce budget éléphantesque de près de 6 000 milliards. Il y a tout ça, c'est normal que quelqu'un qui ne comprenne pas dise oui, ça manque. Moi, je préfère quelqu'un comme ça, qui participe, qui questionne, que quelqu'un qui s'assoit de loin pour juger un événement dont il ne comprend ni la forme ni le fond. Et donc, c'est important comme ça. Nous allons recevoir ces acteurs, partager avec eux les informations disponibles pour qu'ils soient au même niveau d'information que nous. Peut-être que ça changera leur appréciation. Vous êtes prêts à... Absolument. Vous êtes prêts à revoir votre copie si nécessaire. Mais nous faisons... C'est très important. Quand on conduit, c'est pour ça que c'est même ridicule de dire qu'on conduit de façon solitaire. Non, eux, ils ne sont pas là. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là que c'est solitaire. Il y a d'autres qui sont là, qui sont tout aussi représentatifs. Et alors, c'est clair que nous partageons les informations. Quand les gens viennent de poser des questions, même de mauvaise foi, nous essayons d'apporter des réponses. Vous êtes bien d'accord que les partis qui sont dehors sont les plus... en tout cas, la partie la plus significative de la classe sociopolitique guinéenne. Ça, c'est... Et alors? Et alors? Mais je veux dire, et alors? Ça ne veut rien dire. Mais ce qui est clair ici, c'est quand même... disons-le, plus de la moitié des Guinéens qui se reconnaissent dans ces 3 grandes formations politiques du pays. À savoir le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG et l'UFR. C'est pour autant qu'il faut oublier le reste. Même 1% des Guinéens, c'est important. Et qu'est-ce que vous faites de ces millions de Guinéens? Écoutez-moi, ils ne parlent pas à leur nom. Aujourd'hui, ce n'est pas à leur nom qu'ils parlent. Parce que s'ils parlaient à leur nom, ce n'est pas leur problème personnel qu'ils allaient mettre en avant. Aujourd'hui, ce n'est pas au nom de ces milliers de Guinéens qu'ils parlent. Ce n'est pas l'intérêt de ces milliers de Guinéens qui regardent. C'est leur propre intérêt. Parce que c'est leur personne qui est en jeu. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent oublier tous ces Guinéens qui croient en eux pour mettre en avant leur propre personne et leur propre intérêt. C'est même choquant. Eh bien voilà.
Je pense que voilà, les dés sont jetés. On vient de passer donc 1 heure d'interview dans le cadre de ce grand oral avec notre invité précis du jour, monsieur Ousmane Gawal Diallo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement. Notre invité précis, monsieur Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, on va vous ramener au discours du 5 septembre, discours donc prononcé par le colonel Mamadi Doumbouya à sa prise de responsabilité, comme on l'entend, au sein du CNRD ou au sein du gouvernement de transition. Il dénonçait la politisation à outrance de l'administration, la personnalisation de l'État, l'instrumentalisation de la justice, la gabegie financière, etc. etc. Est-ce qu'avec le recul, 2 ans après, vous pensez que ce discours tient toujours? Est-ce qu'il est sur la voie, l'homme du 5 septembre, je parle du colonel, il est sur la voie de corriger ces situations qu'il a dénoncées lui-même à l'époque? Ah, mais bien sûr, sans aucun doute. Au cas par cas. Sans aucun doute. Dépersonnalisation. Vous prenez la dépersonnalisation. Vous prenez la dépersonnalisation. Dans le temps, quand un ministre arrivait dans un département, souvent, il amenait ses copains, il nommait tout le monde. Aujourd'hui, quand vous trouvez de l'administration, vous vous contentez de gérer avec eux. C'est pour ça que souvent, on ne fait même pas bouger nos cadres, parce qu'on les a trouvés, nous apprenons à travailler avec nos cadres. Parce que ce n'est pas parce que ce pas des gens que j'ai amenés que ce ne sont pas des Guinéens avec lesquels je suis capable de travailler. C'est une des premières briques de la dépersonnalisation. Et ça, c'est très important. C'est effectif. Bien. Vous regardez l'autre aspect sur les choix, les nominations. Aujourd'hui, vous regardez les sélections des jeunes pour l'armée. Pour la première fois, c'est ouvert comme ça le concours et on revient recontrôler le statut des personnes qui ont été sélectionnées pour éventuellement sortir ceux qui ont échappé au mécanisme de contrôle qui a été mis en première ligne. C'est une manière de dire que ce n'est pas des amis qu'on va amener, on ne passe pas pour tricher. Il y a beaucoup de gens qui ont été sortis de rang parce que simplement ils n'ont pas subi les tests, ils sont passés par des voies parallèles, par des relations pour arriver là-bas. Mais on a refait un contrôle pour aller les sortir. Il en reste peut-être aussi, mais des contrôles vont se continuer. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que ce n'est pas fils d'eux, amis d'eux. Qu'est-ce qu'on voyait avant, quand il y avait l'armée? C'est souvent les fils d'eux qui restaient quelque part et puis qui envoyaient un matricule et qui se retrouvaient dans un camp ou dans une formation à l'étranger pour revenir. Donc, il y a un effort considérable qui est en train de se faire. Est-ce que c'est tout à fait 100% réussi? Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin parce que c'est un héritage qu'on a et il faut travailler là-dessus. Bien. Et l'autre mal qu'il avait dénoncé, c'était la politisation de l'administration. Mais il n'y a pas de politique aujourd'hui de l'administration. Il n'y a pas de politique de l'administration. Si vous regardez, on ne parle pas de politique, en réalité. On essaie d'expliquer. Donc l'administration, elle n'est pas du tout politique. Avant, quand une fête comme ça, vous voyez comment ça se passait, chaque préfet faisait les tentes à l'effigie du président, sortait l'argent public comme il voulait, dépensait pour des activités. Non. Ouais. Cette année, vous ne verrez aucun ministère qui a déboursé un centime pour s'occuper de ces activités-là. Parce qu'on voit à travers la ville des affiches géantes du colonel. Avec. Ça, c'est tout à fait normal. Et puis, c'est un parle même de par personnification. Je vais dire, il ne faut pas non plus aller dans l'excès de part et d'autre. C'est normal que le président de la République, il soit partout dans les édifices. Ce n'est pas une culte. Si c'était les affiches qui faisaient les cultes, mais que dirait-on des affiches des leaders politiques qui sont partout? C'est normal, ça. C'est pas ça qu'on appelle c'est dans nos pratiques, si vous voulez. C'est dans nos pratiques. Il y a des pays où c'est pas ça, mais il y a des pays où c'est un héritage. On fait des affiches du président. Et alors, ça ne change rien. C'est pas parce que c'est le président pour dire qu'on ne fait pas pour lutter contre le culte. Il doit exister nulle part. Non. Bien. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas être dans l'excès ni dans le... Je ne vois pas l'excès. le cas. Sinon, je ne vois pas... Attendez, à Conakry, ici, le seul endroit où vous voyez les photos du président, c'est quasiment au palais. Vous ne le voyez même pas à Matoto, même ici. Et attends, je ne vois pas où il y a l'excès. Ce n'est pas dans chaque carrefour qu'on le voit. On le voit qu'au palais du peuple est là. Et où est l'excès? Il y a tout au plus une dizaine de points où on voit la photo du président et les gens parlent d'excès. Il faut quand même être normal quand même. Je ne vois pas où est l'excès. Il n'y a pas plus de 10 endroits où on voit la photo du président à Conakry. Et on parle d'excès. C'est qu'à l'intérieur du pays. Mais quel intérieur du pays? Vous avez vu la photo du président? À Cancan, mais il y a les affiches du président. Attendez, mais moi, franchement,
Dans les administrations, c'est normal qu'il y ait la photo Oui, du président. il y a pas de- Mais je pas vais de dire, problème, je vais vous dire, si j'avais la possibilité de faire une affiche du président à Gawal, j'aurais fait à Gawal. Et alors, ça ne change pas. C'est pas parce que c'est à Gawal Centre que ça couvre toutes les sous-préfectures de Gawal. On est en train de parler de 10 points à Conakry, où on voit la photo du président. Ah, si c'était dans chaque carrefour, devant chaque immeuble du bâtiment, on aurait compris quelque chose, qu'il y a un excès. Mais là, sur 10 points à peine, les gars. Donc, il faut se coltiner cela. Quand même, tous les matins quand vous allez à Kaloum, vous allez voir la photo du président en sourire pour vous souhaiter la bienvenue au travail. Eh bien, voilà. Merci. Jarry Girassi. Peut-être celle du maire collerait mieux. Celle du maire de Kaloum collerait mieux. Non, le président quand même mieux. Oui, il a beaucoup d'énergie, il est dans le sport. Il est Et puis, il jeune. vous transmet tout ça. Il est jeune, Ouais. il a beaucoup de force, beaucoup d'énergie et il voudrait que vous soyez de bonne humeur quand vous venez au travail. Bien. Et il fait ça en sourire. Donc, Bien. c'est magnifique. Ouais. Jarry. Voilà, monsieur le ministre, pendant que vous dressez un bilan assez positif depuis l'avènement... Élogieux même. Élogieux, voilà. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. De l'autre côté, les forces vives de Guinée dressent un bilan absolument négatif parce que pour eux, la priorité pour ce gouvernement de transition, c'est d'aller au retour rapide à l'ordre constitutionnel, Effectivement. ce qui, selon eux, n'est pas à l'ordre du jour n'est du pas côté votre priorité. n'est pas votre priorité. Que répondez-vous à tout cela? Vous êtes beaucoup Écoutez, plus... moi, je vous ai dit... On vous moi, je accuse, vous ai- monsieur le ministre, d'être beaucoup plus sur les gravats, sur comment on appelle ça, sur les chantiers, sur les infrastructures. Pour beaucoup, ce n'est pas forcément l'agenda premier d'une transition, monsieur le Mais ministre. ça, c'est eux Même qui- si on n'est pas contre Voilà, que mais non, mais attendez, le pays se les gens- dote ces gens-là, d'infrastructures. C'est des jaloux. Je vais vous dire, Eh ben, voilà. nous, on a dit- je vais vous dire, on est en train de faire des choses qu'eux, ils rêvent de faire pour ce pays. Ils rêvent de faire ça pour ce pays. Nous, Ouais. on est en train de le faire, ils sont genre. Je vais vous dire, là, on a dit rectification, refondation, retour à l'ordre constitutionnel. On n'abandonne rien des trois là. Ils voudraient qu'on abandonne la rectification, la refondation pour parler du troisième. Non, ces trois piliers, on les suivra tous ensemble pour que cette Guinée que nous aimons tous, qu'eux aussi ils aiment d'ailleurs, qui change de visage quand ils arriveront, si Dieu le prête ainsi, quand ils arriveront en pays, ils trouveront un pays avec des fondations solides et prêtes pour le décollage. Et donc, nous travaillons sur tout ça. On ne veut pas abandonner les actes. Aujourd'hui, qui n'est pas content de désenclavement des voiries de Conakry? On parle Toi-même, de 2200 km. Non, mais attendez. 200 km. Mais c'est le Toi-même Premier ministre qui qui a- a lâché le chiffre. J'étais, Où se trouve ces 2000? Talib, j'étais dans ton quartier là-bas. Les gens disaient qu'ils n'attendaient pas les goudrons avant 50 ans. Maintenant, ils l'ont grâce à Mamadi, dans ton quartier là-bas. Donc, c'est que les gens sont contents. Ce que je vais vous dire, les 2200 km de goudron, il faut les évaluer parce qu'on en a les moyens. Comme c'est pas une C'est seule une ligne. projection ou bien c'est déjà fait? Ah, c'est déjà en cours hein, dans le pays. Il faut regarder bien, même si vous regardez Conakry aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un chiffre de trop? Parce qu'on parlait de 250 km dans, Non, mais la zone de Conakry et tout ça. 250 km? Non, dans Conakry. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Mais non, c'est vrai que si les vous résultats- prenez, les résultats si vous prenez, sont voilà. nettement tangibles, là. Non, mais c'est quand même visible. Les Très chiffres- sincèrement, les chiffres sont forts. Mais moi, il y a moi, un en grand sortant de oublié, la, il y a en un sortant grand de- oublié, monsieur le ministre. Ouais. C'est la région de la Moine-Guinée. non, mais Même si... attendez, il y a le plus grand, le vous plus êtes en grand, train non, de le faire plus quelques grand. kilomètres dans des villes qui n'ont jamais connu le goudron, mais rien qu'à prendre. Hier, je suivais le message d'un citoyen qui interpellait le ministre des Infrastructures et des Travaux publics en direct dans la synergie au sujet de la nationale. Mamou Labé. Mais je vais vous C'est dire, dans un non, mais putain d'état, monsieur le je ministre. vais dire, non seulement Oui. il a parlé de ça, mais moi je vais parler de la route la plus importante de la Guinée, la route Boké-Gawal. Pour vous? Pour vous. Non, économiquement. Économiquement, Bien. le poste douanier de Koundara est la deuxième source de recettes de l'État Oui, après on le est bien port de d'accord. Conakry. Oui, on Donc est c'est bien la route la d'accord. plus importante. Oui. C'est une ligne droite qui est déjà tracée, délimitée. sur Économiquement la plus importante. oui, elle est là. Heureusement que les chantiers vont être démarrés. Pourquoi? Parce que ce qui était difficile pour une route comme ça, c'est qu'elle n'avait aucune étude. Donc, quand sans étude, vous ne pouvez même pas évaluer le coût des travaux pour faire un appel d'offres. Il n'y avait rien. Donc là, il y a eu un travail, il y a eu un recrutement d'une entreprise qui a fait les études, qui a proposé un avant-projet sommaire, qui est en train de préparer le document d'appel d'offres final pour qu'on puisse aller de l'avant. La route nationale Labé-Mamou, elle est déjà très avancée, sauf que
avec la saison des pluies, parce qu'il y avait eu des décapages pour être rafistolé en attendant qu'un contrat en bonne et due forme soit attribué pour son amélioration. C'est une route qui pénalise parce que c'est l'une des routes les plus fréquentées dans le pays. Donc, quand il est dans un état comme ça, c'est fatigant. Moi-même, je l'emprunte régulièrement pour aller à Gawal. Donc, c'est vraiment un travail d'urgence qui doit être opéré sur cette route. Et le ministre des Infrastructures a répondu hier en disant que c'est dans les chantiers. Ils sont en train de travailler avec des entreprises pour voir comment boucler un contrat qui permette de reprendre cette voirie-là pour le bonheur de nos concitoyens. Oui, il y a du retard. Il y a des routes on aurait souhaité qu'ils soient réalisées rapidement. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a la route Mali-Labé-Tougué, qui sont des routes nationales. Labé-Lelouma. Labé-Lelouma. Bon, Labé-Lelouma, je ne sais pas par où il passe parce que Labé-Lelouma, en tant que préfecture, est traversée par une route bitumée qui va vers Gawal, à partir de Tchangelbori, quasiment tout là. Mais il faut aller vers Lelouma centre. À ce moment-là, ça peut aller de Lelouma, Sagalé, Télémélé. C'est une voie aussi qui est assez importante. Donc, il y a des voies qui sont dans les tuyaux, qui peuvent bénéficier des financements importants, surtout avec une potentielle augmentation des ressources publiques avec le projet du Simandou. Donc, ça pourra permettre aussi d'affecter ce type de ressources à la réalisation de ces objectifs que les Guinéens attendent avec beaucoup de choses. Et je pense que tout ça, c'est la transition. Il ne faut pas que les acteurs nous disent en fonction de les ambitions en termes d'infrastructure, les ambitions faire le maximum. Faire le maximum. Il faut pas que toute la Guinée. Si c'est possible, si on avait les moyens de le faire, on le ferait. Il ne faut pas que les gens prennent. Si on avait les moyens de le faire, c'est-à-dire on fera tout ce qui est possible. Mais on ne va pas se dire on abandonne ce chantier pour prendre un chantier. Les gens qui parlent de transition politique, c'est-à-dire travailler sur la ligne politique, ils ne regardent que leur intérêt pour être élus demain. Ils ne regardent pas l'intérêt de la Guinée. L'intérêt de la Guinée, c'est de concilier tout ça. Politique, économique et infrastructurel, tout ça, c'est de concilier ça pour amener. C'est ce que les Guinéens veulent et ils ne veulent pas qu'on abandonne l'un pour l'autre. Ça, c'est les acteurs politiques qui veulent qu'on abandonne tout pour se focaliser sur leur intérêt personnel. Et ça, ce n'est pas le chemin qu'a pris cette transition qui est basée sur 3 piliers. Rectification, refondation et retour à l'ordre constitutionnel. Bien, comme on l'aime, M. Ousmane Gawal Diallo, notre invité, dans un instant, donc, on va aborder le dernier volet de cette interview. Une réaction, M. le ministre? Non, mais disons que s'il estime que la résidence du Premier ministre doit ressembler à mon domicile personnel, il se trompe. La résidence du Premier ministre, ce n'est pas pour une personne. C'est un des symboles de l'État. Et c'est très important que l'on fasse. On ne peut pas avoir un pays comme le nôtre et vivre et montrer un visage de médiocrité et de misère. Non. L'État, c'est tout un symbole. Et finalement, que répondez-vous à ceux qui disent que vous n'avez pas raison d'affirmer que vous étiez toujours en première ligne lorsque vous appeliez à des manifestations? On me connaît quand même en Guinée ici. D'abord, je n'ai jamais appelé à une manifestation à l'étranger. Je vais faire ça en partie de quoi? Moi, je ne suis pas leader politique, je n'appelle pas à l'étranger. Quand je suis ici, je prends la parole publique et j'étais quasiment un porte-parole de toute l'opposition ici et je prenais la parole publique ici et vous étiez témoin ici, on se croisait. Vous avez beaucoup de journalistes ici que je rencontrais dans la rue. Ce qui est clair, c'est que c'est une grande perte pour notre pays de voir ces enfants tomber comme ça et mourir pour ces actions. Ce que je dis, moi, après avoir présenté vos condoléances. Non, c'est pas vrai. On a commencé l'émission par les condoléances. Je peux les renouveler, toutes les condoléances qui sont les miennes et ma compassion pour ces pays, pour ces victimes-là. C'est pas ça mon. Et vous ne leur promettez pas non, c'est pas à moi de le promettre la justice, mais la parole du gouvernement. Non. Le ministre de la Justice est clair là-dessus. Il n'y a pas eu de crime ici sans ouverture d'informations judiciaires. C'est clair et net et ça sera fait pour ces crimes-là aussi. Et les auteurs seront recherchés, quel que soit l'endroit où ils sont. Le CNRD, quand même, il faut le reconnaître, a fait preuve de promptitude lorsque l'information, même... Attendez. Vous savez, non, les dossiers sont traités. Trouver des coupables, ce n'est pas une petite affaire. Quand il y a un crime comme ça, ce n'est pas simple. C'est déjà, le CNRD a montré toute sa volonté dans ça, parce que même des dénonciations publiques ont conduit à l'arrestation des éléments des forces de défense et de sécurité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chasse gardée, et le président était clair sur ça. Il faut quand même le lui reconnaître. C'est sous le magistère de Mamadi Doumbouya qu'on a assisté à l'arrestation des présumés auteurs de crimes et qui sont des membres des forces de défense et de sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas de bon contraste entre l'image du président au cimetière de Bambeto priant pour les morts et que ce cimetière soit
également la demeure de victime de oui, mais je vais dire, c'est pour ça que je dis il faut lui rendre hommage, parce que sous son magistère, il n'a pas hésité, l'appareil judiciaire n'a pas hésité à mettre la main sur des présumés auteurs de crimes à l'occasion des manifestations, qui ont fait l'objet de dénonciations publiques. Oui. Et mais ça a été beaucoup vu. de Les cas tout n'est pas éclairé, c'est vrai. Mais la volonté d'aller rechercher les auteurs et les commanditaires est claire. Et ça a été exprimé et ça fait l'objet. Mais quel que soit ce qu'on fait, quel que soit, même si on retrouvait tous les coupables, c'est une perte pour notre pays. Que des jeunes tombent comme ça, c'est une perte. C'est pour ça que je dis, la responsabilité des organisateurs d'être devant, c'est pas simplement pour dire venez vous et la famille. Non, c'est pas ce que j'appelle. Je dis pas de venir avec leur famille, c'est pas ça. Mais quand vous appelez à une manifestation, vous avez une responsabilité d'encadrer la manifestation et de la guider. Et au cas échéant, d'organiser même la dispersion des gens. C'est important. Parce que les gens vous suivent, vous écoutent. Lorsque vous dites aux gens, sortez pour manifester à tel point, vous devez être à ce point-là. Lorsque vous voyez que les conditions sécuritaires ne le permettent pas, vous devez aussi organiser la dispersion des gens pour qu'ils puissent rentrer en bonne quiétude. Mais lorsque vous appelez à des manifestations et que vous ne vous montrez nulle part, même pas dans une radio pour dire attention, ne sortez plus parce que les conditions ne le permettent pas, ce n'est pas responsable. C'est cela que moi je dénonce. Je ne suis pas en train de dire qu'ils doivent venir avec leur famille. On n'est pas obligé d'être dans la même ligne politique que sa famille. Bien. Mais je dis simplement, lorsque moi j'appelle à une manifestation, je viens. Et quand je vois que ce n'est pas possible, je dis aux gens, ce n'est pas possible, rentrons chez nous. Chacun n'a qu'à rentrer chez lui. C'est ça aussi la responsabilité. Et c'est très grave, cette situation-là. Et c'est dommage parce que à chaque fois, il y a des familles qui sont endeuillées. Et puis il y en a qui se réjouissent en comptant. Ouais, il y a 10 morts, il y a 20 morts. Mais ça ne devrait réjouir personne. On a le sentiment que les forces vives se réjouissent de ça, parce que ça ternit l'image de la gouvernance. Ils se font tous les jours, ouais, il y a encore 5, il y a 30, il y a 20. Mais une personne décédée en Guinée à la suite de manifestations, c'est une perte pour tout le pays. Ça devrait amener chacun à réfléchir sur la suite. Mais non, ils répètent les mêmes choses. Ils font les mêmes situations. Il faut à un moment donné qu'on fasse une pause et qu'on réfléchisse sur d'autres mécanismes. Oui, parce qu'on a fait ça pendant longtemps. Le colonel Mamadi Doumbouya, à sa prise de fonction, à sa prise de pouvoir, a déclaré et a promis qu'aucun Guinéen ne mourrait pour ses convictions politiques. De façon impunie. De façon impunie. Parce que les gens peuvent toujours tomber, malheureusement, par des criminels. Il y en a partout. Mais quand ça arrive, la responsabilité de l'État, c'est d'aller rechercher les auteurs, les commanditaires pour les incarcérer. Et les juger et les incarcérer. C'est cela la responsabilité de l'État. S'il y avait la possibilité de faire en sorte que personne ne tombe, en mettant un élément derrière chaque Guinéen, il l'aurait fait. Manu. Monsieur le ministre, on va parler du chronogramme de la transition. En Guinée, il est fixé à on revient. Ça vous fait sourire, mais c'est quand même une question préoccupante. Oui. On parle de 600 millions de dollars. Et ce qui est confus, c'est que le Premier ministre, dans une communication, a parlé de 40 millions de dollars mobilisés. Et après lui, on a entendu le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation parler de plus de 100 millions de dollars mobilisés. Pendant ce temps, vous-même, vous demandez à la CEDEAO de respecter ses engagements, de mettre la main à la poche comme elle l'avait promis. Finalement, c'est confus. Où est-ce qu'on en est réellement, monsieur le ministre? Je crois qu'il faut pas ajouter à la polémique. Le ministre de l'administration du territoire est venu après le Premier ministre. C'est sûr qu'il a les derniers chiffres. C'est sûr qu'il a les derniers chiffres. Parce qu'il a une comptabilité au quotidien. Hein. Il est très engagé. Ça veut dire que le Premier ministre ne l'a pas consulté avant de se prêter à Non, non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut ne pas avoir. Si je vous assure, si je demande les informations d'aujourd'hui, vous allez trouver que ces chiffres ont varié. En une semaine. Bah oui. Entre l'interview du Premier ministre et l'intervention du ministre. Non, ça peut varier. On peut consolider. Je vais vous dire une chose. Les appuis institutionnels qui arrivent comme ça, financiers, qu'on reçoit, arrivent souvent par les affaires étrangères, arrivent par le ministère du Plan, arrivent par le ministère du Budget, de l'économie. Ça arrive de partout. Qui les consolide? Lorsque ça arrive, les départements là les envoient. Et la comptabilité, voilà, qui les tient. Mais ce n'est pas le cas, monsieur le ministre. Ce n'est pas ce que le ministre de l'administration du territoire parle de 200 milliards. En 2000, il y a des financements. On a parlé des données qui existaient avant que le Premier ministre. Il y a les financements disponibles au compte du budget 2023. Donc, ce n'est pas des choses intervenues en une semaine. Je vais vous dire que si on consolide tous les budgets aujourd'hui disponibles, vous allez trouver que les chiffres là ont évolué. En tous les cas,
C'est un progrès qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qui va se passer? La deuxième chose, on ne demande pas à la CEDEAO de mettre la main dans la poche. Ce n'est pas ce qu'on demande. Oui, bien sûr. La CEDEAO s'est engagée à appuyer, à accompagner la Guinée auprès de ses partenaires pour aller rechercher cet argent-là. C'est tout. On ne demande pas à la CEDEAO, il n'y a pas une poche CEDEAO. Mais ce n'est pas ce que dit l'accord. Il n'y a pas une poche. Non, la CEDEAO s'est engagée à appuyer. L'accord dit que la Guinée demande à la CEDEAO de l'appuyer. Voilà. Et donc, ce n'est pas un engagement express. Non, mais attendez. Pris par Attendez. La CEDEAO a dit oui. La Guinée demande, la CEDEAO a dit oui, c'est pour ça qu'on a signé d'accord. Si elle avait dit non, ça n'aurait pas figuré dans les conclusions. Si ça a figuré là-dedans, c'est qu'ils sont d'accord. Oui, mais l'accord ne dit pas que la CEDEAO s'est engagée. À la demande de l'État guinéen, la CEDEAO s'est engagée. Non, mais je vais dire, écoutez. Vous avez formulé la demande, on l'a consignée dans l'accord, mais... Mais oui, c'est dans l'accord, ça veut dire que l'accord, ça veut dire qu'on est d'accord sur le contenu de l'accord. Au moins. Non, mais monsieur le ministre, c'est important. Bon, c'est important. De toute façon, parce que vous attendez. Parce que le problème, même Baouri est passé ici, il a dit donc que la responsabilité de la mobilisation du budget de nos élections repose sur l'État. Bien sûr. François Fall a dit la même chose. Attendez. On ne veut pas enlever cette responsabilité à l'État guinéen et la mettre à la CEDEAO, non. Donc qu'est-ce qui va se passer? On a dit simplement... Vous allez vous assumer si la CEDEAO n'est pas là. Quel est l'apport de la CEDEAO pour nous? Ce n'est pas l'argent de la CEDEAO, on ne demande pas l'argent à la CEDEAO. La CEDEAO cherche quoi en Guinée dans la transition? À appuyer les autorités pour que la transition se déroule dans de bonnes conditions, pour qu'on sorte de la transition. Si c'est appuyer la Guinée auprès de ses partenaires pour mobiliser l'argent, pour nous aider à bien organiser les élections, pour nous aider à bien sortir de ça, tout ça, ce sont des appuis. Tout ce que la CEDEAO peut faire pour appuyer l'État guinéen, pour sortir de la transition, on lui demande de le faire. Point. Que ce soit dans la mobilisation de ressources. Si la CEDEAO avait des ressources financières, on allait adresser cette demande directement à la CEDEAO pour dire écoutez, prenez dans votre argent, prêtez à la Guinée pour qu'on avance. Mais ce n'est pas le cas. Donc, si elle peut nous appuyer. Comment elle peut le faire si vous ne dialoguez pas avec elle? Non, on dialogue bien quand même. Avec la CEDEAO? Ah oui, quand même. On dialogue bien avec la CEDEAO. Bien. Mais j'en sais rien, si c'est pas Talon, si c'est quelqu'un d'autre, ça c'est la conférence des chefs d'État qui le décide. Bien. Mais en tous les cas, si un chef d'État a été annoncé et que le calendrier le permette, il serait reçu parce qu'il n'est pas en conflit. La Guinée n'interdit son territoire à aucun chef d'État. Le Khalil Mamadi, il a-t-il à New York à la conférence à l'Assemblée générale? J'en sais rien. J'en sais rien à ce stade, non, mais j'en sais rien. Ce n'est pas une question du gouvernement, c'est une question de la présidence. Que répondez-vous à une partie de l'opinion qui estime qu'après l'évaluation gouvernementale, un remaniement s'impose? Mais non, je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit, ça n'a aucun sens. Parce que personne d'entre nous n'a fait un concours pour être ministre. Ce n'est pas un concours qui va te sortir là-bas. Il faut faire attention. Un ministre, ce n'est pas pris sur la base de diplômes ou on te dit si tu n'arrives pas ici, je t'enlève. Ce n'est pas comme ça. Vous avez bénéficié de la confiance. Mais après 2 ans quand même. Oui. N'a-t-il pas besoin d'injecter du sang neuf au sein de ce gouvernement? Quelle a été votre note? Non, il n'y a pas de note. Oui, mais il y a quand même une mention. Vous avez passable, bien, assez bien. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur le ministre? Je dis encore une fois, il n'y a pas de note. Il n'y a pas d'évaluation en tant que telle, en fait. C'est pour ça que j'ai parlé de revue. Ça veut dire quoi? Une revue d'activité. Et quand on vient à la primature, qu'est-ce qu'on présente? On dit le projet, je prends par exemple le projet Guinée Télécom parce que quelqu'un en a parlé. Oui. Où vous en êtes? Voilà, on est parti de zéro, on a fait ça, on est arrivé jusqu'à 50-60% par rapport à l'objectif. Qu'est-ce qui reste à faire? Quels sont les obstacles? On les présente. Une partie des blocages, c'est lié aux ressources financières non disponibles. Bien. Et on le notifie au Premier ministre. Et puis une autre partie, il faut nommer des cadres. Il faut nommer aujourd'hui la direction de Guinée Télécom. Il faut nommer le conseil d'administration. Ça aussi parce que le ministre ne peut pas diriger Guinée Télécom. Ouais. Il envoie le projet jusqu'à un niveau et il sollicite la nomination des acteurs. Si les acteurs ne sont pas nommés, qu'est-ce que vous voulez? On apprend que vous avez besoin de 30 millions de dollars pour relancer Guinée Télécom. Dans une première phase, oui, mais le budget global de Guinée Télécom d'ici à 5 ans, il tournera autour de 300 millions de dollars. Mais les 30 millions prioritaires, vous ne les avez pas, monsieur le ministre? Si, on a maintenant une indication. On a maintenant la disponibilité de l'argent. Il faut l'affecter. Les 30 millions sont disponibles. Il faut les affecter à l'utilisation de Guinée Télécom. Mais on a identifié l'argent déjà dans notre département. Très bien. Nous avons des ressources financières. Donc, le Guinée Télécom d'ici janvier 2024? En fait, normalement, d'ici janvier, on devrait au moins être opérateur Internet, au minimum. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je dis, une fois que la direction sera mise sur place... L'Internet fixe? Pardon? L'Internet fixe? L'Internet fixe et mobile, notamment pour l'administration. La partie, vous savez, tous ceux qui ont eu la carte là testaient la partie Internet mobile.
Et je pense que les conclusions, il y a beaucoup de journalistes qui ont testé la puce, c'était très bien. Bien. Donc on va être au moins sur ces créneaux-là. Il faut fabriquer beaucoup d'équipements, il faut ouvrir beaucoup de sites à l'intérieur du pays. Et comme tout ça nécessite cette mobilisation d'argent, une fois que l'argent est disponible et dépensable, et l'équipe Guinée Télécom mise sur pied, je pense qu'ils vont dérouler le programme normalement. Mais c'est un projet qui a déjà connu un bond assez important. Bien. Toute dernière question. Oui, s'il vous plaît. cette question pour rassurer peut-être ceux qui nous écoutent, Monsieur le Ministre. Pour ce qui est justement de ce qui est manifestation et mouvement de soutien, est-ce qu'aujourd'hui vous rassurez les Guinéens que ceux qui sont contre la conduite de la transition peuvent organiser un concert, il ne serait pas interdit? Bah, les manifestations ne sont concert. Oui, les manifestations ne sont interdites que sur la voie publique. Jusqu'à preuve du contraire. Un concert à l'image de celui qui aurait c'est pas sur la voie publique. Contre la conduite de la c'est pas. Attendez. Ceux qui organisent un concert. Ceux qui veulent organiser un concert, ils organisent un concert là où ils veulent. Ils peuvent organiser le concert là où ils veulent. C'est pas destiné à un artiste particulier. N'importe quel artiste guinéen a le pouvoir d'organiser Bien. public en Guinée. C'est pas exclusif réservé à Takana ou à Oudi Premier. N'importe quel artiste qui veut se produire au palais, il sait les conditions, il les remplit, il va se produire là-bas. Le palais, c'est pas le gouvernement qui le gère. Mais le palais a une... Non. Mais si. Non, attendez. Le palais est dirigé par un administrateur qui est nommé par le président de la transition. Oui, mais c'est pas... Attendez, c'est le président... C'est l'enfant qui est aujourd'hui l'administrateur. Vous savez, c'est moi qui nomme, entre guillemets, qui propose la nomination de certains directeurs qui relèvent de moi, mais je ne les dirige pas. Je ne dirige pas leur fonctionnement quotidien. Il y a des règles. Si vous voulez vous produire au Palais du Peuple, louer pour votre mariage ou votre concert, il y a des critères. Vous les remplissez, vous réservez, vous les prenez. Nous, quand on a fait la semaine du numérique là-bas, mais ça nous a coûté trop cher. Ça nous a coûté trop cher d'organiser la semaine du numérique au Palais. Ces 5 jours, ça coûte excessivement cher. Bien. Mais il y a des critères pour remplir. Même si vous êtes une autorité, il y a des conditions. Dans l'objet du concert, quand on dit c'est un concert anti-Mamadi, ça n'ira pas lier. Attendez, si vous avez vos militants ou vos auditeurs qui viennent à votre concert, c'est vous qui vérifiez si c'est rentable pour vous ou pas. C'est l'autorisation même. Je dis l'autorisation. Je dis si vous voulez faire un concert, c'est vous qui savez si en organisant anti-Mamadi, si c'est rentable pour vous ou pas. Moi, c'est pas moi qui vais vous dire de le faire ou non. En tout cas, on ne vous fermera pas une maison en Guinée sous prétexte que vous n'aimez pas Mamadi. Bien. Vous êtes des Guinéens. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour évoquer le bilan du CNRD, donc après 2 ans de gestion du pouvoir des affaires de l'État, donc par les militaires tombeurs d'Alpha Condé. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique, Ibrahim Babin, Ibrahim Silla. Restez sur Film FM, le programme continue. Guy Tindere dans un instant. À nous revoir demain matin. Au revoir.